Bienvenue. Bienvenue à l'atelier de Datalogue sur la migration ISO 20022. Je pense que vous avez compris, j'espère que vous avez compris, que ce sujet de la migration ISO 20022 est un sujet qui est pas... Vous n'êtes pas en retard, personne n'est en retard. Qu'en revanche, c'est un sujet qui est structurant pour finalement tout l'avenir de la relation banque-entreprise dans plein de domaines. Et donc, ce qui était intéressant dans le programme qu'on a concocté pour Universusnet, c'est d'avoir plusieurs éclairages. Et donc, on a eu l'éclairage d'Utsit ce matin plutôt projet, on a eu l'éclairage avec BNP Paribas plutôt bancaire, et puis maintenant, on a l'éclairage avec Datalogue plutôt éditeur de logiciels. Et donc, avec ces trois éclairages, finalement, vous avez une vue à peu près complète. Et si votre vue n'est pas complète, eh bien, revenez voir votre éditeur de logiciels, revenez voir votre banquier et venez voir un cabinet de conseil s'il faut. Merci. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être aussi nombreux à notre atelier. Ça fait plaisir. Voilà. Oui, effectivement, on voit que ce sujet de migration ISO 20022 attire quand même les foules, intéresse. Donc je vais vous en parler effectivement côté éditeur. En fait, on a fait une petite enquête auprès de nos clients, nous, et on s'est rendu compte que la migration ISO 20022, finalement, c'était assez flou. Les gens ne savaient pas vraiment quels étaient les enjeux, les impacts, et puis la finalité, tout simplement. Voilà, avait une vision un peu parcellaire de cette migration. Voilà, l'objectif de cet atelier, c'est de vous montrer, en tout cas de vous aider dans la compréhension de ces éléments. Voilà, donc rapidement, voilà, donc ça c'est moi, je me présente. Donc je suis Michael Le Dantec, je suis directeur de projet chez Datalogue Finance et je suis également chef de produit paiement, voilà, sur la Payment Factory. Donc, Datalogue, qui sommes-nous? Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, Datalogue donc, a été fondé en 1997. On a commencé par la partie Payment Factory, donc tout ce qui gère les paiements, la communication bancaire. Et puis ensuite, on a développé le produit, on a ajouté quelques modules complémentaires, des briques complémentaires, donc la gestion de trésorerie, la gestion des opérations financières, et puis tout ce qui va concerner l'in-house banking, avec un portail filial complet. Et la comptabilité, et tout ça pour, au final, former un TMS intégré. Hein. Voilà, donc un outil complet auquel s'ajoutent bien entendu des modules additionnels comme les modules BAM de gestion des comptes bancaires, ou encore l'antifraude, l'intelligence artificielle, etc. etc. Voilà. Donc pour plus de détails, je vous invite à passer à notre stand ou à regarder sur Internet. Donc on va rentrer dans le vif du sujet concernant cette migration ISO 20022. Alors qu'est-ce que c'est? En fait, la migration MTMX ou ISO 20022 ou CBPR+, vous verrez ces trois terminologies, voilà, tout ça, ça regroupe à peu près la même chose. C'est tout simplement l'abandon des formats FIN MT de type 1, 2 et 9 au profit des formats XML de type CEPA, comme on connaît. Voilà, tout simplement. Donc depuis le mois de mars 2023, les échanges interbancaires en Europe se font via ce nouveau format XML. Et donc maintenant, voilà, c'est les entreprises qui vont petit à petit s'adapter à ce format et transmettre les informations. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait une transformation de ce format? Tout simplement parce que le format XML est beaucoup plus riche que les formats MT. Déjà, il n'est pas limité en taille et en plus, il permet une évolution qui est bien meilleure. Et il permet surtout d'enrichir les données et de les structurer. Et on va le voir en détail parce que ça va être un point très important, cette structure. Voilà. Donc, enrichir et structurer. Cette migration, donc, elle va durer jusqu'en novembre 2025. Donc ça, c'est la deadline à laquelle il faut se conformer donc, à ce nouveau format XML. Donc, il concerne
évidemment les paiements émis, mais également les relevés de compte, le MT 940 par exemple, que vous connaissez certainement, qui est du coup dont l'équivalent est le CAM 053. On le reverra rapidement. Voilà, donc l'importance enrichir et structurer. Alors structurer, il y a deux impacts essentiels ou deux éléments essentiels qui sont structurés. D'une part, les adresses, donc adresse émetteur et bénéficiaire. Ça, c'est surtout pour la partie bénéficiaire, ça permet d'avoir une meilleure conformité des paiements et donc de sécuriser en fait les transactions et de les accélérer aussi. Et puis les factures. Les factures, tout simplement pour avoir une meilleure réconciliation, puisqu'on va pouvoir enrichir le CAM 053 donc, qu'on va recevoir dans le relevé de compte et qui va contenir le détail des factures de façon structurée. Donc on aura une meilleure réconciliation au final dans les outils, dans les ERP. Voilà. Donc ça c'est pour l'essentiel. Et l'impact principal, alors avoir effectivement un détail de facture, c'est très bien, c'est très intéressant, tout le monde sera gagnant, mais l'impact principal est obligatoire, il est sur les adresses, bien sûr, puisque là pour le coup, il va falloir fournir les différents éléments d'adresse qu'on va voir. Alors, dans la version 9 du Paint 001, donc de ce format XML, on retrouve 14 balises d'adresse, d'adresse structurée. Donc là où on avait une ou quelques lignes auparavant d'adresses non structurées, eh ben, il va falloir découper ces adresses dans différents champs. Donc par exemple le numéro de la rue, le nom de la rue, le nom de la ville, le nom du pays, etc. Enfin le code pays, etc. Une chose importante à savoir, c'est que cette structure, elle est différente en fonction du pays. C'est-à-dire qu'une balise, par exemple, peut être obligatoire au Japon, mais ne devra surtout pas être utilisée en France. Donc, ce qui accroît évidemment la complexité, puisque en fonction du pays du bénéficiaire, il va falloir adapter les balises qui sont présentes ou qui sont absentes du paiement qu'on va transmettre. Donc, le grand défi ici, ça va être effectivement d'éclater les adresses, de structurer les adresses et de savoir où est-ce qu'on va le faire dans le projet. Est-ce qu'on va le faire dans le TMS? Est-ce qu'on va le faire dans les ERP, etc. Alors rapidement, voilà, je vous ai mis un petit tableau avec une équivalence entre les MT et les nouveaux formats XML. Vous les avez déjà peut-être vus, hein, c'est possible. Voilà, donc le MT101 par exemple devient du Paint 001, un petit peu ce qu'on connaît avec le format CEPA SCT, ou encore le MT 940 devient du CAM 53, comme on le disait précédemment, ou les relevés de compte intraday MT 942 deviennent du CAM 052. Voilà. Je ne vais pas m'étendre trop là-dessus. Donc ça, c'est des informations qu'on peut retrouver hein, sur Swift. Voilà, donc maintenant, quelles sont les étapes clés d'un projet de migration ISO 20022 du point de vue corporate? En gros, quelles sont les questions fondamentales à se poser pour aborder correctement, sereinement le projet? La première étape, donc, ça va être d'analyser les adresses émetteurs et bénéficiaires dans nos ERP. Quelles sont les adresses dont je dispose? Est-ce qu'elles sont déjà structurées dans mes ERP? C'est probablement pas le cas. Quelle est la complexité, quel est le périmètre de mes paiements internationaux? Est-ce que j'en fais beaucoup? Est-ce que j'en fais très peu? Pas du tout. Voilà, ça c'est une question à se poser également. Voilà, donc c'est véritablement une analyse et reprendre finalement sur les 2-3 dernières années quelles étaient les adresses et sous quelle forme elles étaient présentées. La deuxième étape, c'est les prérequis du TMS. Donc la question, c'est est-ce que mon TMS est capable de gérer ces adresses structurées? Est-ce que déjà le découpage existe dans mon TMS de cette manière-là, c'est-à-dire comme on l'a vu tout à l'heure avec les différentes balises, ou est-ce que dans mon TMS, pour mes adresses bénéficiaires, quand je saisis un paiement par exemple, j'ai une ligne d'adresse ou deux lignes d'adresse, point.
Donc ça va être un peu aussi, ça va être structurant. Ensuite, est-ce que mon TMS est capable d'éclater facilement les adresses? Si par exemple le RP envoie une seule ligne d'adresse, est-ce que mon TMS est capable nativement ou avec quelques modifications d'éclater ces adresses dans les différents champs? Donc ça c'est un point important. Et puis, est-ce que mon TMS est compatible avec le protocole FIN+. Alors, on n'en a pas parlé encore, mais évidemment, le changement MT vers MX s'accompagne également d'un changement de protocole. Donc, si vous avez besoin, si vous le faites déjà, si vous envoyez des paiements MT par le protocole FIN, vous devrez envoyer des MX sur le protocole FIN+. Voilà. Donc ça c'est un point important. Donc est-ce que mon TMS est compatible avec ce protocole et ce protocole de communication bancaire? Et enfin, est-ce que mon TMS est capable d'intégrer des CAN 053 de façon standard, et est-ce qu'il est capable de les transformer, par exemple, pour retransmettre l'information à des ERP, voilà, et sous une autre forme potentiellement, si le ERP n'est pas capable d'intégrer des CAN 053. Troisième étape, donc là on va avoir, il va falloir décider de la localisation du référentiel structuré. Donc est-ce que mon référentiel structuré va être localisé au niveau de mes ERP, mon ERP ou mes ERP? Est-ce qu'il va être localisé au niveau du TMS? Donc est-ce que je vais mettre mes adresses bénéficiaires dans mon TMS de façon structurée? Ou est-ce que ça va être un référentiel externe? Donc ça aussi c'est un point important parce que ça peut être assez impactant. Quatrième étape, est-ce que j'ai besoin d'activer effectivement le protocole FIN+ auprès de mon service bureau? Donc si j'ai un service bureau, potentiellement, et que je veux envoyer des paiements en MX, il faut que je demande l'activation du protocole FIN+. Voilà. Pardon. Et enfin, demander aux banques la réception donc, du CAN 053 en lieu et place DMT 940 pour bénéficier effectivement de tout l'enrichissement que ce nouveau format peut présenter. Alors c'est déjà peut-être le cas chez certains d'entre vous, hein. Peut-être que vous recevez du CAN 053 de certaines banques, mais voilà, l'idée c'est que ce soit répandu le plus possible. Voilà. Ensuite, donc, comment aborder tous ces éléments et ces projets de migration avec une Payment Factory? Alors, on parle ici de Payment Factory par opposition à un Payment Hub ou juste un module de communication bancaire seul, ou à du web banking. Si vous faites du web banking, tout de suite, ça va être un peu plus compliqué que si vous avez une Payment Factory qui va vous apporter certains atouts, notamment la capacité à transformer les formats. Donc c'est le cas de Datalog TMS, puisque nous, on peut transformer n'importe quel format. Donc d'un format en entrée, on peut en faire un autre en sortie, de façon complètement paramétrable et sans code. Ce qui permet par exemple de transformer du MT directement en MX sans avoir de développement spécifique à faire. Ensuite, un autre élément important, c'est un élément de souplesse, l'élément de souplesse qu'apporte la Payment Factory, qui va permettre de s'adapter rapidement aux évolutions de l'entreprise. Donc là, on sort un petit peu du strict cadre de la migration ISO 20022, mais voilà, par simple paramétrage, une augmentation de périmètre, lié à des rachats de filiales, etc., va permettre aussi de mieux aborder cette migration. Ensuite, on le disait, hein, c'est un point important, c'est l'intégrabilité, c'est-à-dire que si vous avez des développements à faire dans le cadre de cette migration, tout de suite ça va rallonger. Si vous devez demander à votre éditeur de faire des développements ou si vous faites des développements en interne pour transformer vos MT en MX, évidemment ça va aussi rallonger le projet. Un point très important, c'est la transition, parce que
cette migration, elle ne va pas s'appliquer en Big Bang pour tous les pays. Vous allez probablement le faire de façon progressive et il faut faire cohabiter à la fois des paiements qui sont en XML et puis des paiements qui sont encore en MT, que vous enverrez encore en MT, en fonction des pays, en fonction du déploiement et en fonction de ce que les banques peuvent aussi recevoir. Voilà, donc tout cet ensemble de choses fait que, effectivement, faire cette migration via une payment factory permet une simplification du projet et surtout de réduire le temps, le coût de ce projet de migration. Voilà. Voilà. Et puis, je crois qu'on est arrivé au terme de cette présentation. Voilà, donc merci beaucoup pour votre attention. Et si vous avez des questions, attrapez le cube. Voilà. Alors vous connaissez tous notre boîte à questions. Donc c'est pas une boîte dans laquelle on glisse sa question, c'est une boîte dans laquelle on pose sa question. C'est un peu différent comme concept. Alors je ne sais pas si vous avez des questions, voilà. Mais étant donné qu'on est allé vite quand même, peut-être on pourrait préciser peut-être quelques points. Et sinon, si vous avez des questions, on les prend tout de suite. Je commence. Alors, reprécision d'un petit point. Donc, vous avez entendu, je pense ce matin, à la plénière, le scoop de 11h37. Et le scoop de 11h37, c'était l'ouverture de FinPlus aux entreprises. Donc, vous avez remarqué que Datalogue, ils sont énormes. Datalogue, ils savaient déjà que FinPlus allait être ouvert aux entreprises. Ils avaient déjà prévu dans le TMS de pouvoir se raccorder à FinPlus. Donc, un grand bravo à toute l'équipe de Datalogue. Vous avez compris que dans l'ouverture des services de FinPlus, il y a un truc qui risque d'être absolument révolutionnaire, qui est le format canonique. Tout le monde a compris ce qu'était le format canonique? Vous voulez que je vous le répète ou ça va? Ouais. Je vais vous le répéter alors. Donc le format canonique, c'est l'idée de dire qu'à partir du moment où les entreprises ont accès à FinPlus et que les transactions démarrent dans le Transaction Manager par le paiement qui est envoyé par l'entreprise, à ce moment-là, on va se débrouiller pour faire ce que fait SWIFT dans la relation interbancaire, c'est-à-dire de prendre un format qui est celui de l'émetteur et de délivrer au destinataire le format dont il a besoin. Le format canonique, c'est celui qui va vous permettre d'avoir un format qui va être le format entreprise, ce sera le même pour tout le monde, pour toutes les banques, etc. Et à chaque banque de recevoir le format dont elle a besoin à l'instant T. Donc, pendant la migration, certaines banques vont recevoir le format MT 101 parce qu'elles n'ont pas encore migré, pendant que d'autres recevront le format qui les intéresse et donc le PAIN 001 par exemple. Ça va? Donc là, on va avoir un truc voilà, qu'il faudra bien paramétrer évidemment dans Cash Pooler, enfin dans TMS de Datalogue. Tout à fait, Datalogue TMS. On dit encore Treasury Line ou non? On dit Datalogue TMS. Ok. Donc je m'habitue. Donc il faudra paramétrer dans Datalogue TMS. Bon, je vous passe la question des services bureaux. Vous avez compris que c'était toute cette question de la chaîne est importante. Et donc on sait tous que notre communication bancaire, elle est faite d'un empilement de couches et d'un bon dialogue entre les différentes couches. Et donc effectivement, tout le passage par le service bureau est assez fondamental. Mais ça, Datalogue avait aussi été l'un des précurseurs de l'utilisation du RA, etc. Et donc est habitué finalement à ce dialogue sans couture, de bout en bout avec SWIFT, en passant par les services bureaux. Voilà. Donc ça, c'était pour peut-être les petites précisions qui vont certainement influer sur le planning. Peut-être la dernière précision pour ceux qui étaient à l'atelier UTSIT à 12h30. Donc là, on a parlé d'un autre scoop, qui n'est pas vraiment un scoop, mais enfin qui était quand même un point important, qui est que on a eu toute une discussion autour des balises, des 14 balises qui permettent de structurer les adresses, et on s'est rendu compte
qu'il était statistiquement impossible de construire une adresse propre en 14 balises à partir d'une adresse qui n'était pas structurée. Et que donc, même avec la meilleure intelligence artificielle du monde, on n'allait pas savoir faire ça. Et donc, on va avoir une solution qui est très intéressante, qui va permettre, le temps qu'il faut, de structurer les balises que l'on peut structurer avec au moins la ville et le pays, qui généralement sont déjà isolés dans les référentiels. Je dis généralement, mais je crois que c'est à peu près le cas un peu partout dans les référentiels. Donc la ville et le pays. Et puis le reste, au fur et à mesure, on pourra le structurer ou, sinon, utiliser les lignes d'adresse. Donc ça, quand vous êtes dans un système avec une payment factory, ben évidemment, vous avez la chance de pouvoir récupérer ce qui vient des différents ERP, etc., et de faire ce réglage au fur et à mesure, en fonction de la migration de tel ou tel ERP, vous pourrez faire ce réglage avec votre payment factory. Et donc c'est un peu comme ça que je pense qu'il faut compléter un petit peu les choses, si tu permets. Absolument, voilà. Tout à fait. Hein. Merci beaucoup. Voilà, alors des questions. Serge ? Compliqué. Juste, ça fait 18 ans que je fais du paiement, du coup, et on a beaucoup galéré avec l'époque où chaque pays avait son format. Et donc le CEPA nous a un petit peu facilité la vie avec cette harmonisation. Mais avec des clients actuels, on anticipe justement la transition là, vers le ISO en passant directement avec ce format-là. Mais on constate aussi que finalement, on revient dans la même problématique qu'à l'époque où dans les balises et les valeurs qui sont à renseigner dans les balises, ça reste toujours dépendant de chaque banque, j'ai envie de dire, quoi. Moi, j'aurais souhaité que Swift soit un petit peu plus, je dirais, directif sur l'alimentation de ces balises-là. Non pas celles qui sont obligatoires, mais celles qui sont, si on dit virement de trésorerie, ça doit se nommer TRF, donc trésorerie de transfert, ben, ça doit être TRF pour l'ensemble des banques qui utilisent ce format et qui transitent via Swift. Et donc aujourd'hui, on se retrouve avec quand même beaucoup de banques qui alimentent ces balises avec tout et n'importe quoi, finalement propre à leur outil, quoi. Donc ça, c'est juste ma remarque ou une question, je sais pas trop. Alors je le prends comme une remarque-question et je passe la parole à mon cher camarade qui va être content de répondre en disant mais tout ça c'est un problème qui est réglé quand vous avez Datalog TMS. Bien sûr, et effectivement, alors le problème est réglé, oui, après le fait que les banques acceptent des valeurs différentes dans les balises, effectivement le problème reste entier, c'est-à-dire qu'il faut quand même s'adapter. L'adaptation est facile, mais il faut quand même la faire. Après, ce qu'on peut imaginer effectivement, alors là je me substitue un peu à Swift, mais c'est qu'avec l'ambition de cette migration ISO 20022, en allant vers de plus en plus de paiements dans un standard XML, derrière on pourra avoir aussi une standardisation du contenu des balises auprès, disons, d'une majorité de banques. Je ne dis pas que toutes les banques de la planète vont se conformer à des guidelines identiques pour tout le monde, mais voilà, on ira peut-être vers plus de standardisation et une convergence de format, quoi, et au niveau mondial. Alors un petit complément donc pour dire ce que fait Swift. Il y a un programme qui est en cours chez Swift qui s'appelle SwiftGo. SwiftGo, c'est pour faire des paiements transfrontaliers quasiment immédiats de petits montants, avec un SLA entre les banques, etc., de manière à ce que le paiement, quand il s'en va, soit arrivé tout de suite. Donc c'est le genre d'initiatives qui ne peuvent pas fonctionner avec trop de diversité. Donc ça tend à rationaliser les choses. Maintenant, je crois qu'il y a une chose importante, c'est que si toutes les banques font exactement la même chose, pourquoi avoir différentes banques? Pourquoi ne pas avoir qu'une seule banque? Or, je pense qu'aucun de nous n'a envie de marcher au pas et de chanter en allant directement vers la banque unique, le monde unique, la pensée unique, le TMS. Si, allez, le TMS unique, ça va, si c'est Datalog TMS. Mais... Ok, donc voilà. Donc en fait, il y a toujours un équilibre entre les services rendus qui peuvent être différents
Et ces services rendus souvent sont activés par la présence de telle ou telle balise, etc. Donc il y a toujours un espèce d'équilibre à trouver entre je veux que ça soit uniforme, mais je veux quand même pouvoir utiliser des services à valeur ajoutée, mais enfin, c'est-à-dire des services qui ne sont pas exactement les mêmes d'une banque à l'autre. Et donc il faut réussir, et c'est un jeu difficile, c'est un jeu d'équilibre, mais il faut réussir à passer un peu de l'un à l'autre. Une autre question, qui veut recevoir mon micro? Isabelle, tu veux pas mon micro? Ah, si. Mais demandez aux voisins de l'attraper. Monsieur, vous êtes responsable du micro. Oui, comment vous anticipez par rapport au format aujourd'hui CFONB 120, notamment parce qu'on parle beaucoup de SWIFT et de remplacement de EMT, voilà, mais il y a encore beaucoup même des grands corporates qui reçoivent aujourd'hui du CFONB 120 et parce qu'elles n'ont pas besoin. Voilà. Est-ce qu'on anticipe la fin du CFONB 120 ou c'est quoi les statistiques et l'anticipation sur le sujet? C'est une très bonne question. Je me suis posé la même question, hein, moi. Donc du coup, j'ai cherché un petit peu une réponse. Il semblerait, alors Hervé me contredira ou pas, il semblerait que le CFONB 120 est quand même appelé à perdurer. Hein. Donc il continuera d'exister. Il n'y a pas vraiment de raison. C'est un format qui est déjà riche, beaucoup plus riche que le MT940. Donc, effectivement, il est à la limite tout à fait à même de répondre à ce qu'on attend de lui. Concernant le MT940, oui, c'est sûr qu'il sera remplacé. Le SCFONB 120, à court terme ou moyen terme, je ne pense pas, et d'après ce que j'ai pu lire auprès du CFONB, a priori, non. En même temps, on peut se dire, au final, est-ce que c'est pas plus intéressant d'aller vers aussi une convergence et un format unique à terme? Voilà, ça c'est à voir, plutôt que d'avoir des spécificités par pays. Effectivement, c'est CFONB 120 en France, mais à l'étranger, ça peut être d'autres formats. Voilà. Donc c'est peut-être intéressant quand même d'aller vers ce format CAM 053. C'est mon avis. Hein. Oui, merci. Avis que je partage. Je pense qu'il n'y a pas de pression sur le CFONB 120. Pas de pression. Et pareil sur le 320 Le 320, c'est tout à fait autre chose. Le 320 est mort. Il est mort, d'accord. Tout le monde ne le sait pas encore, mais le 320 est mort. Voilà. Aller mettre une balise ville et une balise pays dans le 320, c'est mort. Enfin, je crois que là, il n'y a pas de sujet. Donc, après, il y a un planning banque par banque, on peut discuter, on peut faire des adaptations, tout ce que vous voulez. Mais en fait, le format, proprement dit, est mort au sens où il n'y aura pas d'évolution. Et après, c'est une question de relation banque-entreprise et de discussion. Et voilà. Mais ce n'est pas un format dans lequel on peut identifier les informations dont on a besoin. Donc, de ce point de vue-là, on peut dire qu'il est mort. Le CFONB 120, je reviendrai sur le sujet parce qu'en fait, il y a deux aspects. Il y a le CFONB 120, relevé de compte des comptes tenus en France, des opérations principalement domestiques, etc. Et donc là, la banque va être capable, évidemment, de continuer à alimenter le CFONB 120 avec le nombre de champs complémentaires qu'il faut. C'est pas un problème. En revanche, il y a le CFONB 120 qui vous est fourni par une banque qui collecte des MT940. Et là, effectivement, on ne collectera bientôt plus de MT940, non pas parce qu'ils n'existeront plus, mais parce qu'on aura du mal à utiliser le MT940 pour transmettre les informations qu'on veut transmettre. Et donc, il faudra que l'on réfléchisse à la solution la plus adaptée pour tout le monde. Comment, à partir de ces CAMT 53 qu'on a reçus des différentes banques, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on vous traduit ça dans un CFONB 120 ou est-ce qu'au contraire, on prend le temps avec vous de développer un CAMT 53? Il y a dans ma réponse. Quelqu'un veut catcher the box? Hop, attendez, catch box, on est enregistré. Comme on est enregistré, il faut absolument parler dans le microphone et non pas dans l'hygiaphone. Juste une précision, donc on est bien d'accord, sur un CAM 53 par rapport à un CFONB 120 natif France, il ne sera pas plus riche le CAM 53. En fait, le fait de structurer un format ne dit rien de ce qu'il y a dans le contenu au départ. Oui, je suis d'accord, mais... Alors,
Effectivement, le CFONB 120 est très riche aujourd'hui. Potentiellement, on a plus de structures dans un CAM 053 que dans un CFONB 120. C'est vraiment sur des détails, en fait. Sur les détails de la facture, en fait. C'est ça l'idée. Donc, potentiellement... Donc vous oui, dites aujourd'hui qu'un flux qui part, donc un flux entrant, un virement, donc qui est dans mon relevé de compte, aujourd'hui, pour le même paiement, si j'ai un CAM 53, j'aurai plus de richesse avec une information de départ qui est la même. Hein. Avec une information de départ qui est la même au niveau d'un PAIN 001, on est d'accord. Ouais. Sur les factures, oui. Vous pouvez aller à un niveau de détail très, très important, en fait. Voilà. Alors, en fait, j'en reviens à ce que je disais en conclusion à midi 10 ou équart là, dans le grand auditorium. Tout le sujet du end-to-end, c'est l'altruisme. C'est le fait qu'en fait, celui qui met des informations au départ pense à celui qui est à l'autre bout. Donc, si celui qui est au départ ne met pas plus qu'avant, bah, vous n'aurez pas plus qu'avant. Et ça sera mieux structuré. Donc, ça sera peut-être plus facile pour les mécanismes de rapprochement. Peut-être, mais ça ne sera pas plus riche au sens nombre d'octets de la donnée. On a fini. Très bien. Et merci beaucoup pour votre attention. Merci pour vos questions.